Merci de nous retrouver à l'heure, comme tous les mardis, pour les webinaires de French Morning. Vous êtes plus de 200 aujourd'hui. Je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de French Morning Media Group. Pour ceux qui nous découvrent, on est le média pour les francophones aux États-Unis, Canada sous la marque Maudit Français et au UK sous la marque French Morning depuis plus de 16 ans maintenant. Alors, au programme d'aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que le démembrement de propriété et l'achat de nue propriété. On va aussi voir quels sont les avantages. On va voir comment valoriser la nue propriété et l'usufruit d'un bien. On va voir un contrat en spécifique qui est le contrat Monetivia. Est-il plus éthique et sans risque? On va essayer de répondre à cette question. On fera ensuite des cas pratiques et puis on finira par un témoignage d'un invité surprise, client de Monetivia. L'expert du jour est Amaury de Calonne, cofondateur de Monetivia. Donc, c'est une entreprise experte dans le démembrement de propriétés qui se donne pour mission de développer de nouvelles solutions de monétisation afin de permettre à une génération de seniors de monétiser son immobilier et une autre génération d'investisseurs de préparer leur retraite, tout simplement. Alors, comme d'habitude, vous pouvez déjà poser vos questions juste en bas, que vous soyez sur Zoom ou sur LinkedIn. Je les vois toutes. Et puis, je vais laisser Amaury démarrer la présentation. Amaury, si vous voulez bien, peut-être vous pouvez partager votre écran. Et puis, on va pouvoir lancer la présentation. Merci beaucoup, Romain. Je partage mon écran immédiatement. Hop, pour pouvoir mettre une présentation sur le visible pour tout le monde. Donc, un grand merci, Romain, et à French Morning pour l'organisation de ce webinaire. Donc, effectivement, on va parler ensemble. Je suis moi-même Amaury de Calonne, donc le président cofondateur de la société Monetivia. Et on va parler aujourd'hui investissement immobilier, un moyen malin d'investir en immobilier et d'autant plus malin quand on est expatrié. J'ai moi-même été expatrié quelques années en Asie et ce type de solution m'aurait, quand j'y étais, bien servi lorsque je cherchais à placer quelques sous. Donc, l'investissement en une propriété, c'est notre dada. Monetivia, on est effectivement un cabinet d'expertise en démembrement de propriété. Donc, notre spécialisation, c'est l'achat-vente en nue propriété dans l'ancien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on propose à des investisseurs une solution maligne d'investissement en immobilier qui va vous permettre d'échapper à toutes les affres et les contraintes et ce qui est pénible dans le locatif traditionnel et en plus d'échapper évidemment à toute la fiscalité qui est induite. On a notamment un partenariat avec Allianz pour une solution sur mesure. Alors, quand on parle investissement immobilier, on pense tout de suite évidemment à l'investissement locatif. L'investissement locatif, on s'est rendu compte ces dernières années, on a constaté que les rendements étaient sinon en chute libre, en tous les cas en baisse certaine, eu égard à différentes choses. La première, c'est que l'inflation effectivement va plus vite que les loyers. On le constate ces 10 dernières années. Les coûts pour le propriétaire ne cessent d'augmenter. Que ce soit les charges de copro, que ce soit la taxe foncière. Prenons la taxe foncière, en 2023, c'est plus 7,1% en France au niveau national, c'est plus 60% à Paris, donc c'est absolument colossal. Donc ça, c'est des coûts évidemment qui viennent grever votre rendement locatif. Et une fois que vous avez touché votre loyer et que vous avez payé tout ça, arrive la fiscalité. Et là, rebelote, en fonction de votre TMI, vous allez en perdre un certain pourcentage avec la CSG CRDS. Je vous ai mis un petit exemple très rapide là. Vous achetez un bien qui vaut 600 000 euros, vous fixez un loyer de 3,5%, donc 21 000 euros annuels. Vous allez perdre en moyenne 20% de ce loyer
en assurant charges de copro, si vous confiez ce bien à une agence pour gérer votre locataire, les petits travaux, la taxe foncière, etc. Vous allez perdre ça. Sur ce qui reste, vous allez, en tant que non-résident, alors là, il ne faut pas le prendre pour… Je sais qu'on a des personnes ici des États-Unis, du Canada, d'Angleterre, un peu partout. Donc, les conventions ne sont pas les mêmes entre la France et votre pays de résidence, mais grosso modo, le minimum, ça va être 20% prélevé, plus le prélèvement de solidarité. Alors, je pense notamment à l'Angleterre, qui ne paye pas de CSG-CRDS mais un prélèvement de solidarité. Et ça va être plus pour des pays comme le Canada ou les États-Unis. Donc, vous déduisez beaucoup, vous déduisez les impôts sur le restant, et vous voyez que votre rendement net, évidemment, a été sévèrement attaqué. Hein. Dans cet exemple, c'est 12 180 € de loyer qui partait de 21 000. Ça fait 2,03 de rendement. Si en plus vous êtes à l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, il ne vous reste plus grand-chose dans la poche. L'idée, c'est de pouvoir investir sur le même type de bien en immobilier, voire même sur des actifs un peu plus qualitatifs, et de prendre tous les avantages du locatif et de laisser de côté tous ces inconvénients, toute cette fiscalité et tous les problèmes liés au locatif. De gestion, de tous les risques locatifs aussi d'impayés ou de vacances. Comment ça marche? C'est assez simple. Vous allez acheter un bien immobilier avec un vendeur qui va vous dire « Monsieur, madame, je vais être votre locataire d'une certaine manière, je vais rester dans le bien un certain temps, on va fixer une durée, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et je vais vous régler immédiatement la valeur des loyers de cet usage que je conserve. Hein. Et cette valeur des loyers, on va la soustraire de la valeur du bien. Donc, prenons un exemple. Vous achetez un bien qui vaut 500 000 €. Votre vendeur vous dit, moi, je reste dedans 15 ans. Vous allez acheter le bien 500 000 € moins la valeur de ces 15 années de loyer, moins 180 000 €. Vous achetez le bien 320 000 €. Comment ça marche juridiquement? Juridiquement, c'est assez simple. Hein. Il n'y a pas de bail qui est mis en place ou autre contrat. C'est le principe du démembrement qui est dans le Code civil français. Et donc, le principe, c'est que quand vous détenez un bien en France, vous le détenez en pleine propriété. Cette pleine propriété, elle se décompose de deux droits, la nue propriété et l'usufruit. La nue propriété, je possède les murs, mais je n'ai pas la jouissance de l'actif. L'usufruit, j'ai l'usus et le fructus, donc j'ai l'usage du bien et les revenus du bien si jamais il est loué. Et là, ce qui va se passer, c'est que le bien va être donc démembré. Vous allez acheter la nue propriété du bien et laisser un usufruit temporaire à votre vendeur. Au terme de cet usufruit, vous allez recouvrer la pleine propriété. Et là, vous avez le bien et vous pouvez en disposer, le vendre, le louer, l'occuper, en faire ce que vous voulez. Amaury, je me permets de te couper une seconde. Est-ce que tu peux juste cliquer sur masquer? Je ne sais pas si tu vois en bas, à côté de Oui, arrêter le partage, juste sur masquer, qu'on puisse bien voir les slides. Merci beaucoup. Je te laisse reprendre. là, c'est mieux. C'est parfait, merci. C'est parfait. OK. Alors, comment est-ce qu'on valorise l'usufruit? Cet usufruit, on va le valoriser économiquement. Hein. Et donc, économiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par bien, on va fixer le loyer du bien en question. On va l'indexer, on va le faire augmenter chaque année, toutes les années d'usufruit, et on va actualiser cette masse de loyer sur la durée d'usufruit. On va raisonner ce qu'on appelle en valeur actualisée nette. On retire tout de suite le ratio de charge qui incombe aux propriétaires et ça nous donne cette valeur de loyer, cette masse de loyer que nous allons déduire de la valeur du bien. C'est la décote dont vous bénéficiez sur l'actif. Ce qui peut se produire, vous allez acheter ce bien dans la majorité des cas, à un usufruitier qui est un senior, qui est un retraité. Et donc, deux cas de figure peuvent se produire. Premier cas de figure, vous allez récupérer le bien plus tôt parce que votre usufruitier va décéder prématurément par rapport à la durée du fruit escompté. Deuxième cas de figure, un peu plus rare, mais qui peut se produire aussi, le vendeur qui est dans le bien souhaite prolonger son bail, il souhaite continuer à occuper le bien au-delà de l'usufruit temporaire qui a été fixé. Et là aussi, je vais vous expliquer comment ça marche. Premier cas de figure, donc, on est parti sur un usufruit de 15 ans. Vous achetez la nue propriété, vous laissez cet usufruit de 15 ans à votre vendeur, qui vous a donc pré-réglé sous forme de réduction de prix 15 ans de loyer.
Patatras, enfin patatras surtout pour lui, le vendeur casse sa pipe, hein, décède au bout de 10 ans. Et donc, ce qui va se passer là, l'usufruit va s'éteindre. Vous allez devenir de fait, de droit, mécaniquement, immédiatement, plein propriétaire du bien. L'usufruit s'éteint. Vous allez récupérer donc le bien 5 ans plus tôt. Le vendeur vous a pré-réglé 15 années de loyer. Il est décédé au bout de 10. Il a donc consommé que 10 années. Vous allez restituer à ses ayants droit les 5 années auxquelles il avait droit, qui vous a pré-réglé, mais qu'il n'a pas consommé. Mais sur ces 5 années, vous allez en conserver une partie. L'idée étant de dire, j'encaisse tous les loyers par avance sous forme de réduction de prix. Si je dois en rendre, je rends, mais je ne rends pas tout. Je ne rends pas tout, pourquoi? Parce que sur cette valeur résiduelle de loyer, on va abattre, vous allez en conserver un tiers, minimum. D'accord? Vous allez rendre 2 tiers de cette valeur résiduelle et conserver un tiers. Ce qui fait que le fait que ça se soit arrêté prématurément, plus tôt, fait que vous récupérez le bien plus tôt et vous avez un gain supplémentaire eu égard à cet abattement. Deuxième cas de figure, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, un petit peu plus rare, mais qui peut se produire. Au bout de 15 ans, votre vendeur souhaite conserver le bien. À ce moment-là, c'est prévu dès le départ, hein, dès l'acte, le moment où vous allez acheter la nue propriété. Ce vendeur va souscrire une assurance à votre bénéfice, au bénéfice du nu propriétaire, qui va s'enclencher au terme de l'usufruit. Hein. Si le vendeur est toujours en vie, cette assurance s'enclenche et va euh, verser une indemnité au nu propriétaire tous les mois, aussi longtemps que le vendeur restera dans l'actif. C'est-à-dire que l'idée, c'est de protéger le TRI de l'opération. Hein. Vous êtes parti sur 15 ans. Au bout de 15 ans, vous devez récupérer le bien. Vous ne le récupérez pas parce que le vendeur souhaite continuer à occuper le bien. À ce moment-là, cette assurance vous indemnise tous les mois et vous permet de ne pas être à risque de longévité ou qu'il n'y ait pas d'aléa sur la récupération, et, en tout cas sur l'opération économique. Hein, vous avez cette indemnité qui vous est versée tous les mois. Si en revanche, votre vendeur dit moi je m'en vais, hein, au bout de 15 ans ou au bout de 16, c'est lui qui récupère à ce moment-là cette assurance, cette indemnité qui lui est versée jusqu'à la fin de ses jours. Si tu En veux, résumé, Amaury, on a aussi juste le Microsoft Teams. Si tu veux juste l'enlever, comme ça, on peut bien voir les slides. ah oui, pardon. Euh, Il n'y a pas Hop, de souci. Merci. merci. En résumé, il s'agit donc d'un démembrement de propriété avec une assurance. Hein. Donc, un démembrement qui peut se terminer plus tôt. À ce moment-là, vous voyez le TRI de l'opération qui augmente grâce à l'abattement que vous avez sur la valeur des loyers à restituer et qui vous garantit, si jamais ça devait arriver la première année, hein, la vie, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie, si votre vendeur venait à décéder la première année, eh ben, vous êtes assuré d'avoir à minima 16% de décote sur la valeur du bien. Donc vous êtes très, très assuré, j'ai envie de dire, à la fois dès le départ sur l'opération et après, grâce à l'assurance. Hein, l'idée, c'est de dire, je fais un investissement où je veux être serein, sécurisé, qui génère de la performance. Et donc, vous êtes assuré d'avoir 16% de décote minimum sur l'actif. Il peut se terminer plus tard. À ce moment-là, vous avez ce revenu mensuel, cette indemnité qui vous est versée par Allianz et votre TRI, votre taux de rendement, de rentabilité est protégé pendant toute la durée de l'opération. Alors, la nue propriété, comme je viens de vous l'exposer, c'est un placement qui revêt de très nombreux avantages. Je reprends l'exemple que je vous donnais. Vous investissez et vous laissez 15 ans à votre vendeur. Vous allez donc acheter sur un bien qui vaut 1 million d'euros, 650 000 euros pour l'exemple, le bien. Les 15 années ont une valeur de 350 000 euros de loyer. Donc, vous bénéficiez de cette décote de 350 000 euros. Donc, la première chose à dire, c'est que vos loyers sont sécurisés. Hein. Vous n'avez aucun risque locatif. Vous avez été pré-réglé immédiatement des 15 prochaines années de loyer sous forme de réduction de prix. Vous auriez pu acheter le bien à 1 million et être payé des loyers tous les mois.
Là, l'idée, c'est de dire, bah non, achetez le bien qui vaut 1 million et percevez immédiatement les 15 prochaines années de loyer sous forme de réduction de prix. Comme ça, ils ne sont pas fiscalisés. Hein, ils sont perçus sous forme de réduction de prix. Vous n'avez pas de fiscalité qui s'opère sur ces loyers. Et la plus-value imposable, lorsque vous récupérerez le bien, vous avez décaissé 650 000 euros, mais lorsque vous recouvrerez la pleine propriété du bien, si vous le revendez, à ce moment-là, votre prix de revient pour le calcul de la plus-value, ce ne sera pas 650 000, ce sera 1 million d'euros. La valeur du bien en pleine propriété le jour où vous l'avez acheté en nue propriété. Dit autrement, la décote dont vous bénéficiez est totalement défiscalisée. 100% dans votre poche. Autre avantage, la taxe foncière, les charges de copropriété, tout est réglé par l'usufruitier. Hein. S'il y a des hausses de charges de copro, ce qui est à peu près attendu sur les 15 prochaines années, c'est l'usufruitier qui paye. La taxe foncière, même chose, c'est lui qui les règle. Vous ne conservez, vous, en tant que nu propriétaire, que l'article 606, c'est-à-dire ce qui intéresse l'immeuble dans sa structure et sa solidité générale, dit autrement, structure, toiture, tout le reste, c'est pour l'usufruitier. Autre avantage, de nouveau par rapport à un investissement locatif traditionnel, les frais de notaire, ils sont allégés parce qu'ils ne vont pas être calculés sur l'assiette de la pleine propriété, mais ils vont être calculés sur la nue propriété fiscale. Autrement dit, vous gagnez rien qu'en frais de notaire entre 1 an et 1 an et demi de loyer net. Dernier avantage, et qui évidemment trouve toute sa force lorsqu'on est expatrié, lorsqu'on est loin, c'est qu'on n'a aucun souci de gestion. Hein. Vous achetez un bien, la personne qui est dedans est le vendeur, il vous a pré-réglé sous forme de réduction de prix et vous récupérerez le bien au terme de l'usufruit ou après s'il y a l'assurance. Donc la nue propriété, ce qui est intéressant dans ce type de placement, c'est que vous avez à la fois la sécurité, parce que vous achetez un bien avec des cotes, un actif tangible avec une forte décote, et en même temps, vous prenez la performance du locatif, parce que cette décote, c'est l'équivalent des loyers qui vous sont pré-réglés. Donc, en général, quand on ne prend pas de risque, on a peu de rendement, ou quand on veut du rendement, on doit prendre du risque. Là, vous combinez un couple rendement-risque optimisé, hein, c'est que c'est minimum de risque pour, alors je ne vais pas dire maximum de performance, mais une performance locative qui peut être en plus boostée parce que vous avez un effet de levier naturel. Hein, vous achetez 50, un bien qui vaut 100. Si le bien prend 20%, il passe de 100 à 120. Vous n'avez pas fait 20%, vous avez fait 20 de 50. Donc, vous avez fait un rendement extraordinaire sur vous avez fait 40% en fait hein, sur l'actif. Donc ça, c'est l'effet booster en plus du fait d'avoir acheté le bien avec des cotes. Donc, ce qu'il faut retenir, vous achetez un actif tangible, ce n'est pas du financier, vous l'achetez avec des cotes, hein, ça c'est vos loyers garantis, c'est donc quasiment un investissement à capital garanti, hein, parce qu'il faudrait, pour que votre capital commence à être touché, que la valeur de l'immobilier perde en toute la valeur de la décote. Autre intérêt, c'est que vous percevez 100% de la performance. Hein, il n'y a pas de frais de gestion qui vous sont pris pendant toute la durée, comme quand on investit dans des fonds ou ce type de choses. Là, vous avez l'actif hein, et toute la performance, toute la hausse immobilière, elle est pour vous. Ce qu'il faut savoir, en revanche, c'est que c'est un investissement de long terme. Il ne faut surtout pas faire l'investissement en nue propriété si on veut récupérer l'actif dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. C'est clairement un investissement d'épargne de long terme à mettre en portefeuille. On va illustrer ça sur. J'ai mis 1 ou 2 exemples pour 2 types de biens différents. On fait tout type de biens hein, dans l'ancien. Ça peut être de l'appartement haussmannien comme de la maison sur la côte. Ici, j'ai pris un exemple, un actif actuellement qu'on a sélectionné, qu'on propose aux investisseurs, qui est un appartement à Paris, dans le 7e arrondissement, de 93 mètres carrés. C'est un démembrement de 16 ans et qui est présenté avec une décote de 38%. Alors, comment on a fait on a calculé le prix de la nue propriété. On a fixé le loyer du bien à près de 42 € du mètre, avec une indexation des loyers de 2%.
taux d'actualisation de 2,5 et un ratio de charge travaux et taxes de 10%. Ça nous donne les loyers que vous voyez sur le tableau. Première année, 46 649 euros de loyer. Deuxième année, 47 582 dû à l'indexation, etc., etc., jusqu'au bout. Cette masse de loyer, on retire les charges. Ça nous donne la valeur de l'usufruit. Hein, cet usufruit, on le déduit de la valeur du bien. Le bien a été estimé 1 550 000 euros. On retire la valeur de l'usufruit, la valeur de ses loyers, 632 000 euros. Et ce qui nous donne la valeur de la nue propriété à 918 000 euros. Vous ajoutez à ça les honoraires, investisseurs, à coût d'acquisition de cette nue propriété, 967 000 euros, soit 38% de décote, pour donc un bien qui vaut 1 550 000 euros. Prenons l'exemple où, au bout de 10 ans, vous récupérez le bien. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. Votre vendeur rend le bien, il décède. À ce moment-là, la valeur de l'usufruit résiduel dans cet exemple est de 296 000 euros, hein, c'est-à-dire les 6 années de loyer restant, 296 000 euros. On applique un abattement d'un tiers et vous n'avez à restituer que 197 000 euros, ce qui est évidemment un montant, mais quand je dis que, c'est que vous avez gagné 100 000 euros, hein, la différence entre 296 et 197 000 euros, 100 000 euros du fait que ça se soit arrêté 5 ans plus tôt. Et vous avez récupéré le bien, ce qui vous fait 31% de décote et un TRI de 3,40, ce qui, sur ce type de bien à Paris, est évidemment un TRI assez extra. Je vous ai mis un autre exemple à Nice, où on voit là un TRI qui va être un peu supérieur, 17 ans d'usufruit, 42% de décote. Même chose, on calcule tous les loyers. Le bien a été estimé 530 000 euros. C'est un bien, un étage élevé, vous avez les photos. Le prix de la nue propriété, 305 000 euros, 42% de décote pour 17 ans. Vous avez la même chose, si jamais au bout de 5 ans, vous veniez à récupérer le bien, la valeur de l'usufruit résiduel, la valeur des loyers résiduels, c'est 190 000 euros, moins 34% d'abattement appliqué au bout de 5 ans, 125 000 euros à verser. Vous avez donc gagné 65 000 euros du fait que ça se soit arrêté 12 ans plus tôt. Votre prix total, c'est 430 000 euros, donc 125 000 plus 305 000 euros. Vous avez payé 430 000 euros un bien qui en vaut 530. Vous avez gagné 100 000 euros, ce qui vous fait 19% de décote, et donc un TRI de 5,80 au bout de 5 ans. Alors, investir avec Monetivia, on le fait pour quelle raison? Pourquoi on investit en nue propriété? La première des raisons, c'est qu'on prépare sa retraite. Hein. On est sur une logique de long terme. On veut se constituer du patrimoine pour avoir, au moment où on part à la retraite, un complément de revenu. On peut revendre le bien, un capital. Hein. C'est un parfait outil d'épargne, retraite, et donc de constitution de patrimoine où on a la paix, c'est en portefeuille, et on récupère ça au moment où on part à la retraite. Deuxième gros sujet, les donations. On a beaucoup d'investisseurs qui font ce type d'opération, ce type d'investissement pour donner et pour optimiser les droits en donnant de la nue propriété. On peut donner un actif, je dis n'importe quoi, qui vaut 400 000 euros à un enfant libre de droit. Hein, donc, c'est un vrai sujet aussi un vrai avantage pour les investisseurs qui veulent, pour les parents ou les grands-parents qui veulent donner à leurs enfants. Il y a aussi les investisseurs qui font ça pour un usage futur. Quand on est notamment expatrié, on se dit on achète pour nous plus tard. Alors là, je conseille très fortement de ne pas avoir une logique de résidence principale, hein, parce qu'on n'achète pas de la nue propriété un appartement en nue propriété pour l'habiter. Je dis ça pourquoi? Parce que comme c'est des horizons temporels longs, nul ne sait dans 10, 15 ou 20 ans où j'en serai professionnellement, personnellement. Et donc, se projeter dans un appartement dans 10-15 ans ne fait pas tellement de sens. En revanche, pour une résidence secondaire, ça fait beaucoup plus de sens, hein, de déjà se dire, ben moi, je me vois bien sur la côte, je me vois bien dans le sud, je me vois bien à Paris, avoir un pied-à-terre. Et là, pour le coup, ça peut faire du sens. C'est un investissement coffre-fort par essence. Hein. C'est comme si vous mettiez votre argent au coffre-fort et que vous le rouvrez dans 15 ans, vous récupérez avec une valeur bien supérieure. La nue propriété, vous avez différents formats.
vous avez donc le format que j'ai évoqué là, hein, démembrement temporaire, sec, j'ai envie de dire. Vous récupérez le bien à l'échéance de l'usufruit. Le contrat Monetivia avec l'assurance derrière qui fait que la personne dans le bien peut continuer à l'habiter, mais vous êtes indemnisé par cette assurance et protège votre rentabilité. Et puis, il y a une troisième possibilité qui est le format le plus classique en donation. J'ai envie de dire, vous avez peut-être vos parents qui vous ont donné la nue propriété de leur bien. Ben, vous pouvez la vendre, cette nue propriété. Là, il s'agit d'acheter la nue propriété d'un bien et de laisser un usufruit à vie au vendeur. Il n'y a pas de complément en cas de récupération anticipée. Il n'y a pas d'assurance si ça dure plus longtemps que prévu. Voilà, c'est un format classique de j'achète la nue propriété et je laisse un usufruit à vie, je récupère le bien lorsque le vendeur quitte le bien. Si on compare avec le neuf, parce qu'on peut acheter la nue propriété dans le neuf, les grosses différences, c'est que le neuf, évidemment, il y a une surcote du neuf par définition quand on achète dans le neuf. L'avantage de l'ancien, c'est que vous achetez aux valeurs du marché, au prix du marché. On peut comparer très facilement le même actif dans l'immeuble d'à côté, le même type de bien sur Internet et regarder si le bien était bien pricé. Dans le neuf, c'est du logement social. L'usufruitier est un bailleur social. Dans l'ancien, c'est un particulier, hein, c'est monsieur et madame tout le monde. Et surtout, dans l'ancien, l'avantage, c'est que c'est du bien diffus en ville. Donc, ce sont des biens liquides, ce sont des biens qui ont une valeur patrimoniale, ce sont des biens qualitatifs. Là où souvent, dans le neuf, on est plus en arrière ou en première périphérie, deuxième périphérie des villes, parce que le foncier est très cher au sein intramuros. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la nue propriété. Donc, c'est une solution qui est particulièrement adaptée aux expatriés. Hein, c'est 20% de nos investisseurs. Vous n'avez aucune gestion locative, aucun flux financier. Et c'est un excellent moyen, effectivement, de préparer son tour, de prendre, pas dans le marché, hein, se mettre dans le marché. Et puis, le jour où on revient, voilà, avoir pris toute l'évolution du marché. Voilà ce qu'on pouvait dire pour sur l'investissement en nue propriété. Ce que je vous propose, hop là, je vais arrêter. Je l'ai coupé pour toi. Partage, C'est voilà, bon. parfait. Romain, je vais peut-être du coup laisser la parole à Monsieur Labbé, qui a été un investisseur qui a acheté de la nue propriété sur un actif que lui a proposé Monetivia. Et donc, je vous laisse, Monsieur Labbé, peut-être dire pourquoi, en fait. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous? C'est peut-être pas les raisons que j'ai déjà évoquées là, c'est peut-être une partie. Je vous laisse partager votre expérience. Vous m'entendez? Bonjour à tous. Parfaitement. Bonjour, donc bien écoutez, je vais vous faire une approche plutôt pratique et familière parce que déjà je suis pas un expert. Effectivement, alors par le biais de Monetivia, j'ai acquis un appartement à Paris dans le 16e arrondissement il y a 6 mois de cela. Comment ça s'est passé? J'ai vendu mes entreprises, j'avais des capitaux à placer, j'étais toujours plus ou moins bien orienté, les conseils n'étaient pas fantastiques. Maintenant, on sait toujours il est intéressant d'investir dans l'immobilier. Malheureusement, à Paris, c'est pas si simple que ça. Et pendant des années, il y a eu de la spéculation sur l'immobilier. Et quand vous allez sur Internet, souvent les produits sont pas forcément terribles. Quand vous allez voir un agent immobilier, il faut venir le voir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Il faut le prendre dans le sens du poil, lui faire un peu de gringue pour avoir une chance qu'il vous réserve son produit phare. Dès que c'est sur le net, de toute façon, ce sont tous les produits euh, que personne ne désire de base. Donc, ce qui était intéressant avec la solution Monetivia, avec la nue propriété, c'est que tout le monde n'y a pas accès et que là, déjà, de base, vous avez accès à des produits, entre guillemets, exceptionnels. Ça veut dire que vous n'allez pas surpayer un produit qui n'a pas soit une terrasse, soit un jardin, soit un parking. Vous avez toujours des produits qui ont une réelle plus-value. Ça a été le cas pour notre appart, pour moi et ma conjointe. Alors, je vais vous faire un petit peu, encore une fois, cas pratique. Je vous explique un petit peu, comme ça, ce sera très clair. Appartement, 57 mètres carrés, Paris 16, avec terrasse vue partielle sur la Tour Eiffel, mais quand même vue sur la Tour Eiffel. Un parking, prix de l'appartement, 690 000.
Suite à ça, moi, je l'ai acheté 413 000 frais de notaire inclus. Très intéressant. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que mes raisons de l'achat, c'est je voulais faire un investissement, certes, sur le long terme, où je ne perds pas d'argent, la base. Et surtout, j'ai une petite fille de 6 ans qui, peut-être plus tard, aimerait vivre dans cet appartement. Cet achat, la dame qui vendait l'appartement avait 76 ans et je suis parti sur 18 ans de solution Monetivia. Qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que dans 18 ans, ma fille aura 24 ans. Euh, Avec l'inflation, cet appartement dépassera le million. Il est très très compliqué sans aide familiale à ce jour déjà. Alors j'imagine même pas dans 18 ans pour quelqu'un qui travaille, même avec un bon salaire, qui soit même cadre, il est très compliqué d'acheter un appartement au-delà du million. Donc aujourd'hui c'est une solution, c'est un investissement pour ma fille. Mais si des fois, comme pouvait le dire Monsieur De Calonne tout à l'heure, ça se trouve elle ne voudra pas vivre dedans. Et ben à ce moment-là, je pourrais le louer, j'aurais toujours un capital intéressant pour mes vieux jours, on va dire. Ce qui est intéressant avec cette solution, c'est forcément, au début, on ne connaît pas, on a toujours un peu peur. Aujourd'hui, je peux vous assurer que je suis ravi, j'en parle autour de moi. Tout le monde trouve cette solution fantastique. C'est assez méconnu, mais c'est vraiment très, très Je vais vous intéressant. embaucher, hein, monsieur l'abbé. Hein. Je vais vous embaucher. Non, mais il y a aussi un autre point, c'est que je suis déjà multipropriétaire et je ne voulais pas atteindre le palier de l'IFI. Aujourd'hui, avec ce budget dont je disposais, inférieur à 450 000 euros, euh, il était compliqué pour moi d'acheter un appartement à Paris supérieur à 30 ou 35 mètres carrés. Là, aujourd'hui, je me retrouve avec un appartement dans lequel même limite moi et ma conjointe pourrions nous en servir comme pied-à-terre dans l'avenir. Je pourrais vivre dedans. C'est quand même une solution que je n'aurais eu nulle part ailleurs. Parfait. Rappelez-nous, monsieur l'abbé, quelle superficie fait l'appartement que vous avez acheté? 57 mètres carrés. Ah, 57, ouais, c'est bon. Ok. Et j'ai un parking. À Paris, c'est introuvable. Bon, bah Voilà super. pour mon expérience. Merci David pour ce témoignage. Est-ce qu'on peut passer aux questions du coup? Avec plaisir. Parfait. David, restez avec nous, vous êtes le bienvenu. Euh, Amaury, alors, on a Philippe qui nous demande en quoi est-ce différent d'un viager avec un terme fixe? L'éthique, Eh ben, alors d'abord, il y a plusieurs. D'abord, la raison très claire, c'est le risque. Hein. La grosse différence avec le viager, c'est qu'il n'y a pas d'aléa. Le principe du viager, c'est que vous ne savez pas si vous allez gagner ou si vous allez perdre. Hein, il y a un aléa très fort, puisque vous ne savez pas quand est-ce que vous allez récupérer le bien. Et du coup, si économiquement parlant, votre rendement va se dégrader ou si vous allez faire mieux qu'attendu. Là, vous avez un terme fixe, hein, c'est un usufruit temporaire. Donc les calculs sont faits à partir du loyer et vous savez dès le premier jour quel est le rendement attendu de l'opération. Soit vous le récupérez plus tôt et le TRI va augmenter, donc vous ferez encore mieux, soit vous récupérez après et là vous avez l'assurance qui protège le TRI de l'opération. Il n'y a pas l'aléa viager qui fait que si ça continue, votre TRI, ils font comme neige au soleil. Donc la grosse différence, elle est là pour l'investisseur. Et je dirais qu'en plus, on parlait d'éthique, là, Monsieur Labbé, je sais que Monsieur Labbé, c'est aussi une des raisons pour laquelle le sujet vous intéressait, c'est que là, c'est un contrat qui est très équilibré, si vous voulez. Vous avez un vendeur qui fait cette opération, pareil, qui ne veut pas prendre le risque viager. Il sait que s'il décède prématurément, il y a un complément qui sera versé à ses ayants droit. Il ne va pas avoir vendu son bien comme en viager où il prend le risque de l'avoir vendu à, je sais pas, à 30-40% de sa valeur. Donc, lui, il le fait parce qu'il est sécurisé de ce côté-là. Et l'investisseur, lui, le fait parce qu'il sait l'économie d'opération fait qu'il est sûr de gagner. Hein, il a sa décote. Si jamais ça s'arrête avant, il a son TRI qui augmente et il est protégé par cette assurance si ça devait durer plus longtemps.
Parfait. Alors, j'ai une colle pour vous, Amaury. Quelle est la meilleure traduction en anglais de nue propriété et d'usufruit? Alors, nue propriété, c'est bare ownership. Et usufruit, c'est, excusez-moi pour l'accent, hein, je suis français, usufruct. Voilà, vous avez répondu. Je m'y attendais pas. Je sais même pas s'il y avait une Je vous traduction rappelle comme que ça, j'ai en été fait. expatrié et que Oui, je oui. voulais, j'investissais déjà un peu en nue propriété quand j'étais expat, parce que c'était pour moi la meilleure Ouais, solution de là où j'étais. ouais. Et ça existe à l'étranger ou c'est quelque chose de très français? Alors, c'est en droit. Alors après, chacun a ses spécificités. On va retrouver le même type de droit immobilier, j'ai envie de dire, comme on peut le trouver en Suisse, en Belgique. Il y a des pays qui sont très proches, l'Italie aussi. Et après, il y a évidemment des spécificités propres à chaque pays. Parfait. Elisabeth nous demande, dans votre premier cas, si le vendeur ne meurt pas, mais entre en EHPAD, maison de retraite, que se passe-t-il? Alors, je suppose que la question, c'est si il quitte le bien prématurément. C'est ça que voulait dire Elisabeth. Je pense que c'est ce qu'elle veut dire. Il ne décède pas, mais il décide de quitter le bien. On est parti sur un usufruit de 15 ans. Au bout de 10 ans, monsieur ou madame part en EHPAD. Elisabeth dit Ah, oui. ok. donc, donc, du coup, euh, il y a deux cas de figure possibles, en fait. Le vendeur, il a l'usufruit. Donc, il a usufruit jusqu'au terme de l'usufruit. S'il part au bout de 10 ans, il a 5 ans encore usufruit. Il peut mettre le bien en location, hein, pendant les 5 ans. Et au bout des 5 ans, on sera au terme des 15 ans d'usufruit. Le propriétaire récupérera l'actif avec le loyer immédiatement. Cette location, s'il le fait, si le vendeur le fait, elle est évidemment encadrée, hein. L'idée, c'est de protéger les parties, l'investisseur, le vendeur. Et donc, encadré, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut pas le louer seul. Il est obligé de passer par un professionnel de l'immobilier qui va du coup lui garantir le fait que s'il y a location, ce ne soit pas une location sauvage à un mauvais loyer, à un mauvais ou voilà, qui ne mettent pas un ami ou ce type de choses, qui est quelqu'un de solvable. Donc, c'est un professionnel qui va gérer cette mise en location pour s'assurer que lorsqu'on récupère, le nu propriétaire va récupérer le bien, et ben, soit il arrête le loyer parce qu'il veut récupérer le bien, soit il a déjà un locataire en place solvable, il n'aura même pas à aller chercher un locataire, il est déjà en route. Deuxième cas de figure qui peut se produire, on a des vendeurs qui, lorsqu'ils doivent quitter le bien, proposent au nu propriétaire de verser le complément, de racheter l'usufruit résiduel en fait, et de dire, voilà, est-ce que ça vous intéresse? Je pars, je devais encore avoir 5 ans le bien, je vous vends les 5 ans d'usufruit au prix du complément qui était prévu en cas de décès et qui est dans l'acte. Tous les compléments sont dans l'acte. Donc, ils disent voilà, il y avait un complément qui était prévu si jamais je décédais. Et ben, vous me versez ce complément et moi, je quitte le bien. Et ça, il y a beaucoup d'investisseurs qui disent moi, je prends cette option-là parce que comme ça, je n'ai pas envie que le bien soit mis en loc et je récupère le bien. On reçoit beaucoup de questions. Il y a Thomas qui nous demande que se passe-t-il si l'usufruitier ne veut pas ou ne peut pas régler les charges qui lui incombent? Alors, ne veut pas ou ne peut pas. Alors, ne veut pas. En fait, je ne veux pas faire de procès d'intention à un propriétaire qui a toujours payé ses charges et qui soudainement va être plus riche parce qu'il a vendu la nue propriété. Il n'y a pas vraiment de raison alors qu'il va continuer à aller en assemblée générale, à côtoyer ses pairs dans la copro, décide de plus vouloir payer ses charges. Ce qui est sûr, c'est que le jour où on récupère l'actif, le nu propriétaire va récupérer l'actif, on fait de toute façon l'état daté, hein, c'est le solde des comptes des charges dues par l'usufruitier, et elles sont, si ça a lieu avant la fin de l'usufruit, elles sont évidemment déduites du complément qu'il y aurait à payer, hein, donc il n'y a aucun risque pour le nu propriétaire, et il est évidemment prévu à l'acte que de toute façon, c'est à l'usufruitier de les régler, donc si jamais il ne pouvait ou ne voulait pas le faire, pour je ne sais quelle raison, euh, vous êtes protégé par l'acte, hein. C'est à lui de régler ses charges. Parfait.
Jean-Robert nous dit, quid du financement bancaire de la nue propriété? Est-ce que c'est 100% des 65%? Est-ce qu'on peut faire de l'in fine sur 15 ans? Alors, euh, on peut financer la nue propriété à crédit, mais il y a des conditions. Alors d'abord, quand on achète, je ne sais pas, à 65 un bien qui vaut 100, si vous décaissez 65, vous empruntez 65, tout ou partie. Mais vous n'allez pas emprunter la valeur de la pleine, puisque vous n'avez pas besoin de payer ça. Vous payez la valeur de la nue propriété. Donc, vous pouvez emprunter. Ce que la banque va vous demander, c'est une garantie déplacée. C'est-à-dire que la banque ne prend pas en garantie la nue propriété. Contrairement à un actif que vous achèteriez en pleine, elle va prendre en garantie cet actif et elle va vous prêter euh, euh, le montant souhaité. Là, la banque ne prend pas en garantie la nue propriété. Donc, elle va vous dire, je vous prête, vous achetez 300 000 un bien qui vaut 500, vous avez besoin de 200 000 euros, parce que vous mettez 100 000 en fonds propres. Ces 200 000 euros, donnez-moi une garantie à hauteur de 200 000 par ailleurs, que ce soit de l'immobilier, du financier, quoi que ce soit. Donnez-moi cette garantie. Parce que une banque ne prend jamais le risque de son client, hein, donc elle a besoin de prendre cette garantie. Il y a une deuxième possibilité. Nous, on travaille avec la SACEF. La SACEF, c'est la société de caution qui appartient à la BPCE. On peut, pour certains expatriés, leur faire bénéficier de cette caution. Là, la banque ne prend pas d'hypothèque. Elle déporte ce risque d'une certaine manière vers la société de caution. La société de caution, elle regarde votre patrimoine national. Donc, en France, elle regarde l'immobilier que vous détenez et elle est prête à cautionner un montant d'emprunt qui correspond à votre actif net. Je m'explique. Si vous avez déjà de l'immobilier pour 500 000 euros en France, que vous avez pour 200 000 euros de dette en France, 500 000 moins 200 000, vous avez un actif net immobilier de 300 000 euros. La société de caution peut vous cautionner un crédit de 300 000 euros. Donc ça, on peut le faire avec des expatriés qui ont des revenus et qui rassurent la banque, en fait, hein. Donc ça, on peut le faire. Donc, il faut retenir, oui, c'est possible de financer par la dette, mais il faut soit avoir une garantie déplacée, soit être éligible à une société de caution. Alors, il y a peut-être des questions qui se recoupent, mais je vais quand même les poser parce qu'il y a des gens aussi qui nous ont rejoints en cours de route. Oui. Frédéric nous demande quel est l'intérêt pour le propriétaire actuel et combien lui coûte l'assurance Alliance? Alors, l'intérêt pour lui, c'est de monétiser un actif immobilier. Il fait un arbitrage immobilier, tout simplement. Il a un actif qui stocke en valeur sans doute la majorité de son patrimoine, pour beaucoup, hein. La résidence principale, en général, c'est une valeur importante, qui lui coûte et qui lui rapporte rien. Donc là, il peut garder les droits sur l'actif tout en tirant des liquidités de cet actif, ce qui lui permet derrière de donner à ses enfants immédiatement, de financer des projets ou je ne sais quoi. Donc c'est vraiment de l'arbitrage très malin d'un vendeur qui se dit, voilà, moi j'ai un actif qui a une valeur, j'en prends une partie tout de suite. La deuxième question, c'était, Sur l'assurance Alliance, oui, l'assurance Alliance, ça va lui coûter, alors ça dépend s'ils sont un ou deux, hein, mais en gros, par personne, ça va lui coûter à peu près 3%. Prime unique, ah oui, ce qu'il faut savoir, ça aussi pour assurer les nus propriétaires, hein, tout est réglé chez le notaire, hein, pour qu'après, il n'y ait plus aucun flux, quoi que ce soit. Il paye l'assurance chez le notaire, c'est une prime unique, il fait un chèque à Alliance immédiatement et qui engagera du coup l'indemnité au terme de l'usufruit au bénéfice du nu propriétaire. une autre question de Frédéric, comment estimer la durée de l'usufruit? Comment estimer? En fait, on propose des biens, on propose tout type de biens, hein. Donc, on va proposer des biens avec 10 ans d'usufruit, 12 ans d'usufruit, 15 ans d'usufruit. Si, le vendeur fait un contrat monétivia, c'est-à-dire qu'il souhaite se réserver la possibilité de rester dans le bien au-delà du usufruit, à ce moment-là, on va déterminer l'échéance de l'usufruit sur ses 92-93 ans. C'est-à-dire s'il a 75 ans, on va fixer un usufruit de 18 ans. Euh, et donc, vous allez acheter la nue propriété en laissant un usufruit de 18 ans à votre vendeur.
Parfait. Marine nous demande, d'un point de vue taxe, est-ce plus avantageux euh, d'un point de vue expatrié quand on est expat? Euh, le fait même d'être expatrié, est-ce qu'on a plus d'avantages par rapport à un résident, par exemple, qui achèterait la nue propriété? Si c'est Sûrement, ça la question. ou peut-être par rapport à un autre type d'investissement en France. Alors, encore une fois, je réponds avec des pincettes parce qu'évidemment, en fonction du pays où vous vous trouvez, il y a des conventions qui ont lieu avec la France qui font que il peut y avoir des différences, si vous voulez. Ce qui est sûr, c'est que en investissant sous ce format-là, en nue propriété, justement, vous ne payez rien en fait. L'intérêt, c'est que toutes les taxes, charges, etc., incombent à l'usufruitier. Donc, que vous soyez résident ou non résident, déjà, vous êtes logé à la même enseigne, vous n'avez pas à payer ces taxes. Parfait. Je vous rassure, tout est enregistré, donc vous aurez le replay, je vous montrerai à la fin comment revoir tout ça. On a Thomas qui nous donne une autre traduction aussi pour l'usufruit, lifelong benefit. Il doit y en avoir plusieurs en fonction des pays. Question d'un auditeur anonyme. Est-ce que c'est vrai que l'usufruitier peut louer son usufruit temporaire avant la fin de l'usufruit sans l'intervention de l'acheteur? Alors, l'usufruitier peut louer le bien toute la durée de son usufruit. Pour ce faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est obligé de passer par un professionnel de l'immobilier qui aura été choisi par les deux parties, c'est-à-dire que l'acquéreur donne son accord sur le choix du professionnel. Hein. Et par défaut, c'est Monetivia, mais si les parties veulent un autre professionnel, par exemple une agence qui serait en bas de l'immeuble, etc., ils le décident ensemble et donc ça pose aucun problème. Et donc, encore une fois, c'est encadré pour que les deux parties ne soient pas à risque sur la mise en location du bien. Je me permets d'intervenir. Il y a une chose qui est claire avec la solution Monetivia, et c'est la raison pour laquelle je me suis rapproché de ce cabinet, c'est que vous n'avez aucune contrainte. Aujourd'hui, c'est une tannée de louer un appartement sur la France. Les gens ne vous payent pas. Après, il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper. Il faut aller au conseil syndical. Vous avez tout le temps des choses à faire, tout le temps des taxes à payer, ainsi de suite. Ici, tout est pris en charge. Moi, j'ai payé mes frais, enfin, mon appartement plus les frais notariés, et après, je suis tranquille. Je suis tranquille pendant 18 ans, ce qui est quand même dingue, à part si la personne décède avant, encore une fois, et à ce moment-là, je serai en phase de récupérer cet appartement. Mais j'ai zéro contrainte. Et ça, c'est fantastique. Ah ouais, c'est tout l'esprit de la NUPRO. Hein. C'est vraiment de. Voilà, c'est aucun souci de gestion, pas de vacances, pas changer les locataires, pas avoir la fuite, on vous appelle, il y a tel sujet. C'est pas les petits travaux, vous savez, quand vous changez de locataire, il faut toujours remettre un peu à neuf, ça. Il n'y a pas tous ces sujets-là. Vous avez évacué tout ça. Voilà, vous avez pris vos loyers sous forme de décote. Rendez-vous quand vous récupérez le bien. C'est ça l'idée. On Et a le bien, Yann qui vous... Ah, pardon. Allez-y, pardon, David. oui, et surtout le bien, faut penser que ce sont des gens qui vivent dedans toute l'année. Les gens ont cette volonté de bien entretenir Ouais. l'appartement. Je sais que la personne à qui j'ai vendu l'appartement, maintenant qu'elle a un peu de capitaux parce elle était un peu serrée, là elle a un peu de capitaux, elle dit, ah super, je vais refaire ma salle de bain, je vais refaire ma salle à manger. Enfin, aujourd'hui, on a des gens qui sont, enfin, pour le coup, je pense, des gens bienveillants. Alors la malveillance existe toujours, mais spécialement dans ce domaine-là, les gens qui s'intègrent dans ce projet-là sont bienveillants. Et ça, Alors, c'est important. ça, c'est un point, c'est amusant que vous en parliez parce que c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué dans la présentation, mais c'est une des motivations aussi de beaucoup d'investisseurs, c'est que vous avez non pas des locataires qui s'enchaînent et qui n'ont pas vraiment, enfin, se moquent un peu de l'appartement qu'ils occupent, hein, puisque là, vous avez quelqu'un qui est attaché au bien,
qui est très attachée au bien. Elle était propriétaire de l'actif, elle aurait pu vendre le bien et déménager. Non, l'occupant est attaché, il veut rester dans l'actif et donc il est très attaché au bien. Donc il y a fort à parier que l'actif, quand vous le voyez, quand vous le visitez, parce que tous nos biens sont visitables, même vous qui êtes expat, on peut vous faire des visios en live, hein, on peut vous faire visiter les actifs. Il y a fort à parier que vous le retrouverez dans le même état, en fait. Parce que la personne, effectivement, on constate beaucoup de vendeurs qui, dès qu'ils récupèrent le capital de la vente de la nue propriété, effectivement, mettent un petit coup de déco, refont leur cuisine ou vont faire effectivement, changer les rideaux du salon ou ce genre de choses. Donc ça, c'est quand même un vrai plus. C'est rassurant pour un acheteur qui est loin en plus, c'est de se dire, bon, moi, j'ai dans l'actif quelqu'un qui aime le bien, qui a voulu y rester, et donc par rapport à un locataire qui vont s'enchaîner, en fait. C'est exact. Ouais. Alors, on a une question de Frédéric qui est tombée à pic sur les travaux. Ouais. Est-ce que l'usufruitier peut faire des grosses modifications dans l'appartement? Est-ce que les travaux sont encadrés? Alors, oui, ils sont de fait encadrés parce que, d'abord, pour faire des grosses modifications, je ne sais pas ce qu'on entend par grosse, mais en tous les cas, dès qu'on touche à du porteur ou etc., ça c'est assemblée générale. De toute façon, ça incombe. Ce qui relève, si vous voulez, des grosses réparations, ça incombe au nu propriétaire. Donc, c'est lui qui donne sa voix, et c'est prévu à l'acte, c'est lui qui donne la décision de vote à l'Assemblée générale de la résolution, hein, qui touche aux grosses réparations. L'usufruitier ne peut pas faire de travaux, j'ai envie de dire, importants dans l'appartement sans l'accord de l'AG et donc, de fait, de son nu propriétaire. En revanche, il peut, s'il a envie de repeindre un mur ou une cloison, ça évidemment qu'il peut le faire sans forcément en parler au nu propriétaire. Ça, c'est sûr. Mais je rappelle juste une chose, c'est qu'il y a un droit de visite qui est prévu aussi à l'acte, hein, tous les 2 ou 3 ans, en fonction, ça dépend des. Certains demandent 3 ans, 2 ans, ça dépend. Je ne sais pas, monsieur l'abbé, vous, quelle est la durée? Nous, c'est Deux deux ans. ans, tous les deux 2 ans. ans. Il y a un droit de visite qui est prévu et qui permet du coup au nu propriétaire de pouvoir aussi aller sur place et rendre compte que tout va bien, que l'actif est. Et il n'y a pas eu de changement majeur. Alors, il nous reste 7 minutes. Je vais essayer de prendre toutes les questions. Je On vais a essayer de faire Adrien, court alors. euh, on a Adrien qui nous dit, dans l'hypothèse où l'assurance indemnise le nu propriétaire devenu propriétaire du maintien de l'usufruitier dans les lieux, quelle fiscalité est-elle engendrée au niveau de cette indemnité? Y Alors, c'est une a-t-il un excellente contrat question. de bail qui est signé parallèlement? Alors non, c'est une excellente question. Effectivement, ce point n'a pas été évoqué. Qu'est-ce qui se passe? Au terme de l'usufruit temporaire, effectivement, le vendeur n'a plus d'usufruit. Hein, le nu propriétaire est devenu plein propriétaire de l'actif. Mais il a conservé, parce qu'il a souscrit cette assurance, c'est la contrepartie, il a conservé, le vendeur, un droit d'usage et d'habitation de l'actif, qui est un droit personnel. Il reste dedans, c'est sur sa tête, il ne peut plus louer le bien, et il reste dedans, et parce qu'il reste dedans, le nu propriétaire perçoit cette assurance. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que, d'abord, premier point, ce vendeur, c'est lui qui souscrit l'assurance. Et pourquoi il la souscrit? Parce qu'il veut se laisser le choix, soit de rester, soit de la récupérer. Il le voit aussi comme une prévoyance pour ses vieux jours, de se dire, ça financera mon EHPAD ou ma maison de retraite, j'aurai un complément de revenu le jour où je quitte l'appartement. Hein. Donc c'est aussi incitatif pour lui, c'est pour ça qu'il la paye. Le traitement la fiscal de cette indemnité, elle est traitée comme ce qu'on appelle une rente viagère à titre onéreux. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une fraction de cette indemnité qui est fiscalisée et qui va rentrer dans votre TMI. Cette fraction, elle est calculée à partir de votre âge lorsqu'elle s'enclenche, lorsque cette indemnité va s'enclencher. Si vous avez, par exemple, vous avez, je dis n'importe quoi, 45 ans lorsque vous achetez la nue propriété. Vous achetez une nue propriété en laissant un usufruit de 17 ans à votre vendeur. Dans 17 ans, l'assurance s'enclenche. Vous aurez 62 ans, vous, plein propriétaire, désormais plein propriétaire. À 62 ans, seuls 40% de cette indemnité rentre dans votre revenu, dans votre TMI. 60% sort de l'impôt.
et vous le touchez net. D'accord? Donc, c'est qu'une fraction de cette indemnité qui va être, contrairement à un loyer où 100% rentrerait dans votre fiscalité, hein, dans votre TMI, là, c'est uniquement une fraction et dans l'exemple que je vous donnais, 40%. Parfait. On a Yann qui demande la secret sauce de Monetivia. Comment trouvez-vous les biens? Alors, comment est-ce qu'on trouve les biens? D'abord, on est sollicité par les vendeurs, hein, parce que maintenant, la marque est connue en France. On est leader sur ce marché de la nue propriété ancien. Donc, on est, on est appelé par les vendeurs eux-mêmes. Et puis, on a aussi beaucoup de partenaires, notamment les conseillers en gestion de patrimoine, qui ont des clients propriétaires et qui donc nous approchent pour nous demander donc d'accompagner ces clients pour monétiser leurs biens immobiliers. Et donc, mais ça peut être aussi des notaires, beaucoup de notaires qui sont plutôt réfractaires aux viagers, par exemple, et qui se disent, tiens, là, voilà enfin une solution sécurisée pour mes clients. Donc, beaucoup de notaires, des conseillers en gestion de patrimoine, ça peut être même des agents immobiliers hein, qui nous approchent pour des clients. Donc, c'est tout type tout type de prospects, en fait, partenaires qui nous approchent. Frédéric nous demande, est-ce qu'on rencontre les usufruitiers lors de l'achat de la nue propriété? Alors oui, vous les rencontrez parce que quand vous achetez la nue propriété, vous êtes dans le notaire. Et le notaire, bah, c'est une transaction immobilière classique hein, en soi. C'est un acheteur, un vendeur, chacun son notaire, et il y a un acte authentique, notarié, qui reprend toutes les clauses propres au démembrement, propres aux clauses Monetivia, au contrat Monetivia. Et donc là, vous allez rencontrer votre vendeur, usufruitier. Vous l'avez peut-être rencontré avant si vous avez visité le bien. Vous rencontrerez peut-être après, ça dépend, ça après de tout à chacun. Hein. Certains sont copines assez vite avec le vendeur et du coup, ils se voient, d'autres absolument pas. Ils se voient chez le notaire et puis rendez-vous le jour où je récupère le bien. Ça, après, c'est tout à chacun de fonctionner comme il le souhaite. Mais normalement, à tout le moins, vous allez rencontrer le vendeur le jour de la vente. Excusez-moi, j'interviens pas. Je m'oriente, j'essaye de comprendre le sens de la question et je me dis juste que, encore une fois, Monetivia, moi, encore une fois, je suis acquéreur d'un appartement par le biais de ce cabinet, mais ce cabinet-là, c'est pas un cabinet spécialisé comme dans le LMNP où vous achetez un appartement comme vous achetez une SCPI. Là, vous avez vraiment un support technique, une aide, mais c'est comme si vous achetiez un appartement auprès d'un agent immobilier en bas de chez vous. C'est encore une fois, ce n'est pas de la SCPI, c'est pas du LMNP, c'est vraiment une approche factuelle, quoi. Parfait. Merci. Il nous reste 2 minutes. Alors, on avait un auditeur anonyme qui nous avait demandé qui paie la taxe d'habitation. Merci de clarifier qui paye quelle taxe. Taxe foncière, taxe d'habitation, charge de copro, usufruitier. C'est pas compliqué, le propriétaire, il paye rien. Pour être très simple, il ne paye rien. Sinon, l'article 606, encore une fois, les grosses réparations éventuelles qui se résument à l'enveloppe de l'immeuble, c'est-à-dire la structure, la toiture. Voilà. Le reste, tout le contenu, euh, euh, ascenseur, chaudière, je sais pas, réaménagement, peinture des parties communes, etc. Tout ça, c'est pour l'usufruitier. Un auditeur anonyme nous demande aussi quelles sont les garanties pour des dégradations éventuelles. Bah, écoutez, tout le monde est assuré. Hein. Le syndic est assuré, la copro est assurée, l'usufruitier est assuré, le nu propriétaire est assuré. Vous prenez une PNO, propriétaire non occupant, donc ça coûte rien, hein, c'est un tout petit montant, mais vous êtes assuré. Et du coup, en fonction des dégâts, si les dégâts sont importants, bah, c'est l'assurance qui prend qui prend le relais, j'ai envie de dire. Allez, c'est la dernière question. Et puis après, on va vous libérer. Un auditeur anonyme nous demande que se passe-t-il si l'usufruitier met le bien en location?
et son locataire revendique un maintien dans les lieux qui dépasserait l'expiration de l'usufruit temporaire, ou est-ce qu'en tout état de cause, le contrat de location expire à l'expiration de l'usufruit temporaire? Comment est structuré ce bail en conformité à la législation française? Il est inopposable si jamais si jamais le vendeur met le bien en location seul. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est très encadré dans l'acte. Le, le, comme je l'ai précisé tout à l'heure, le vendeur doit passer par un professionnel de l'immobilier sous peine d'inopposabilité du bail. En général, si vous voulez évidemment qu'il informe, enfin, encore une fois, le risque zéro n'existe pas, c'est sûr. Maintenant, je vous mets dans le contexte. Vous avez un propriétaire qui monétise son bien pour y rester, il vend la nue propriété, il doit partir, du coup il met en loc. Enfin, s'il met en loc, hein, s'il met en location, il met en location. Évidemment que dans ces cas, le propriétaire est prévenu. En général, si c'est un appartement, il y a quand même deux, trois ajustements si c'est un appartement d'un senior dans l'appartement de rénovation à faire. Donc, si vous voulez, c'est pas fait en voilà, c'est pas fait dans un coin où je mets en location mon bien. Les personnes se retrouvent à un certain âge au moment où ils doivent le faire. Ils ont évidemment besoin d'accompagnement et tout ça est encadré dans l'acte. Il y a pas de sujet de risque sur le locatif, sur le loyer. Merci à tous les deux. J'ai mis l'email d'Amaury dans le chat, donc si vous souhaitez le contacter, n'hésitez pas. Si jamais vous avez besoin de contact des intervenants qui viennent sur les webinaires de French Morning, vous pouvez toujours m'écrire. Normalement, vous avez tous mon mail. Je me permets aussi de vous montrer très très rapidement comment retrouver le replay. Donc là, vous arrivez sur French Morning ou sur Maudit Français ou French Morning Londres. On a toutes les mêmes homepages. Et là, vous descendez tout en bas, webinaire, vous cliquez. Et là, vous retrouvez tous les webinaires de French Morning qui s'affichent. Donc, vous voyez, nue propriété. Euh, et vous pouvez aussi retrouver ça sur YouTube, LinkedIn, Facebook, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Tous les replays sont disponibles. Encore merci à tous les deux et puis j'espère à bientôt.